à tous et bienvenue dans la Nelly Tissot. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un artiste polyvalent. Et oui, c'est la première fois que j'accueille un talent avec plusieurs casquettes. Donc acteur, conteur ou encore doubleur de voix. L'invité du jour est Baptiste. Salut! Comment ça va? Ça va, tu m'appelles? Ça va très bien, merci. Alors bienvenue à toi dans la Nelly Tissot. Merci à toi, c'est un très bel honneur que tu me fais en plus. Oui, bah merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Là t'es à l'aise là, franchement. Oh bah tu sais, on est chez moi. J'avoue. on est chez mon père, alors là je me suis dit, bah, autant que tu viennes un peu dans, que tu découvres un peu mon antre. Ton univers et voilà, tout. mon univers et tout, donc c'est assez important. Et bien pour bien débuter cet entretien, est-ce que tu peux me donner 3 mots qui te décriraient? Pas forcément des adjectifs, mais 3 mots. Je pense que déjà passionné, parce que ça, je pense que je ferais pas ce métier si j'avais pas cela. La patience, parce que c'est un métier qui demande énormément de patience. Et je pense la générosité, l'envie de partage. Parce que j'ai envie de partager tout ce que j'ai appris en tout cas. Ok. Donc tu fais plusieurs activités. Exactement. Est-ce que tu as fait des études pour ça? Alors oui. Alors tout ce qui concerne le théâtre et le cinéma, j'ai fait environ 4 écoles. Donc en passant, quand j'étais au lycée, j'ai commencé donc avec les cours Florent, où j'avais commencé par faire des stages, et ensuite j'ai fait des cours pour les jeunes qui n'étaient pas encore rentrés dans l'école. Donc c'était les ateliers jeunesse qui se passaient tous les week-ends. Et j'étais content parce que grâce à un casting, j'étais directement rentré en 3e année. J'étais en mode what? C'est rapide. C'est ça, j'avais pas compris, j'ai fait quoi? Et j'ai fait ça pendant plus d'1 an et demi. Et après, je me suis barré parce que, malheureusement, c'est pas pour cracher dans la soupe, mais malheureusement, Florent est devenu vraiment une pompe à fric. Ouais, quand ça comme ça. Alors, il faut pas tout confondre. Il faut savoir que les professeurs étaient absolument exceptionnels. Ils étaient incroyables. Moi, j'ai appris des tonnes de choses mais vraiment assez impressionnantes. Par contre, c'était certains élèves, des fois, tu les vois, tu fais mais qu'est-ce que tu fous là? Ok. Après, après le lycée, j'ai fait 2 ans à Acting International où j'étais en section cinéma. C'était pas le théâtre. Donc je suis entré en 2e année après un casting et donc j'ai fait ma 2e année là-bas ainsi que, mais grâce à eux j'ai pu faire un stage à New York. Ah ouais, bien. Ouais, je suis parti à New York pendant 1 semaine avec certains élèves et on a fait ce qu'on avait fait, on avait fait ce qu'on appelle un acting workshop. On a eu on a eu 3 professeurs de l'Actors Studio, qui est quand même la plus grande école américaine pour te faire un exemple, le directeur de l'Actors Studio, c'est Al Pacino. D'accord. Voilà. Oui. Pour te dire que cette école-là, elle pèse dans le game, tu vois. Et je me rappellerai toujours que j'avais une professeure qui s'appelle Carol Fox Prescott, Carole était impressionnante. C'était une nana qui avait 80 ans et c'était la mentor de la respiration. C'est-à-dire en fait la nana, elle avait une souplesse, elle nous montrait des techniques, genre elle se roulait par terre, elle faisait des comme ça pour montrer comment on respirait. Et j'ai jamais vu des exercices pareils. On devait être par exemple sur une chaise, faire des billes comme ça pour travailler la respiration. Et honnêtement, après ce stage-là, honnêtement, moi déjà qui suis un peu fumeur, etc. Là, je te jure, j'avais l'impression que mes poumons, ils avaient doublé de 5. J'ai fait what? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et tout est ouvert. Voilà. Et juste New York, quoi. New York, cette ville, elle est, c'est incroyable. J'ai pu visiter Central Park, etc. Donc Central Park est incroyable. Et donc après, j'ai fait ma 3e année donc aussi à acting, où j'ai eu donc mon diplôme. Félicitations. Merci, mais c'était un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État, mais qui oui. C'est vrai. Alors toi tu glisses de partout, hein. Excusez-la, c'est cette main, elle part toute seule des fois. Donc. Alors, juste pour mettre les choses au clair, là-dedans, il y a je sais pas combien de personnes. 12 000 on va dire. Voilà, pour te dire, la colocation, c'est impossible. Donc là c'est un gros bordel. Tu vois. Et donc après ça, après acting, j'ai eu un petit moment de pause. Genre quelques mois, etc. Et après, j'avais envie de faire autre chose. Et je me suis dit, je vais me lancer dans le doublage. Et du coup, en fait, j'ai fait une école spécialisée dans le doublage. Donc, c'est l'EFDV, c'est l'école française de doublage et de voix off.
où j'ai passé, où je suis entré en 2e année après un casting et donc en fait j'ai eu mon diplôme à la fin, un diplôme qui aussi n'est pas reconnu par l'État mais qui montre que voilà je peux. Il y a des compétences quoi. J'ai des compétences j'ai presque un niveau de doubleur professionnel. Donc, bien sûr. C'est bien, mais le vrai moyen de pouvoir vraiment jouer là-dedans, c'est d'aller sur les plateaux. Et sur les plateaux, de regarder, d'apprendre, parce que tu apprends tellement de choses quand tu es sur un plateau plutôt que quand tu es dans une école, en fait. Directement sur le terrain, quoi. Exactement. Okay. Mais ça va, t'as du bagage quand même. Ouais, et après ça... là, pour artiste polyvalent, voilà. Là... Et après, il y a eu ça, et au niveau artistique, j'ai fait ensuite ma dernière école de théâtre, l'école Miroir, que je suis resté jusqu'à la 3e année. Que je n'ai pas terminé parce qu'elle m'a appris énormément de choses. Hein. Je remercierai jamais assez les gens qui m'ont mis là-bas. Mais bon, après, malheureusement, il y avait X ou Y raisons qui ne me convenaient plus. Et donc, du coup, j'ai préféré partir et laisser les autres élèves plus profiter de ce qu'ils ont appris, etc. Et après, maintenant, il y a eu plusieurs petits projets et here I am. Ok. Alors, nous, on s'est rencontrés pour la première fois lors du tournage du court-métrage Malgré eux de Jiggy. De ton grand frère. Voilà, de mon grand frère. Mais comment t'as été casté? Ah, ça, j'ai vraiment... On va dire, j'ai pas vraiment été casté. C'est parce que, tu sais, que j'ai rencontré ton frère... salut Jiggy. Je l'ai rencontré au festival Ciné Banlieue, quand j'étais encore à l'école Miroir. Et... on devait écrire en fait des articles sur les courts-métrages qu'on a vus et moi je suis tombé sur Nat pour elle, le deuxième cours de Jiggy. Et j'ai juste ce film il m'a transporté et j'en ai même eu les larmes aux yeux à la fin parce que je me dis mais putain, mais comment un jeune comme ça il peut envoyer un truc d'une telle puissance. Je me suis dit non mais ce mec là il va aller tellement loin s'il continue comme ça. Et du coup j'en ai parlé avec Jiggy, je lui avais même envoyé ce que j'avais écrit, etc. Et il a beaucoup apprécié et on a beaucoup parlé durant les pauses entre les films et ça a fait ça quoi. On a créé. Il y avait le feeling. Il y avait le feeling, une très belle amitié qui a commencé à se créer. Jiggy, moi c'est comme toi, moi je le vois maintenant comme un grand frère, je le vois comme ma petite sœur, tu vois. Et il m'a dit moi je vais faire un truc sur les violences policières. J'ai fait mec, t'as besoin d'un flic, je suis là. Sincèrement je suis là, j'adore jouer les flics, etc. Et du coup il m'avait rappelé et tout, et il m'avait dit écoute, il y a telle ou telle date, on aurait besoin de figurants policiers, etc. Je fais petit cop, bouge pas, j'arrive. Et j'ai fait 2 jours, donc un jour de nuit. Oui, quand il y avait les émeutes, voilà, pas de spoiler. et la fameuse scène de la bavure, là, où on s'est rencontrés. Voilà, donc c'est comme ça en fait que j'ai été entre guillemets casté comme ça, c'était par un feeling et par une super bonne entente en fait. Okay, mais qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie d'accepter de jouer dans ce film-là, en sachant que voilà, la violence policière c'est un sujet, on va pas dire tabou, mais c'est assez sensible. C'est un sujet qui est très pas sensible. Tout le monde qui aurait accepté quoi. Oui, mais en fait moi je pense que quand un projet te tient à cœur, quand un projet te parle, peu importe si tu joues le rôle d'un gentil ou d'un méchant, d'une personne complètement neutre, pour moi, le premier travail d'un comédien, c'est de transporter et de défendre ce projet et de lui rendre honneur et surtout de rendre hommage à la personne qui a mis du temps, qui a mis de l'argent, qui a mis de l'énergie, voire des fois même du sang, tellement issu le mec, tu vois. C'est ça, des fois, il y a des films qui ont été vraiment réalisés dans les larmes, les pleurs et le sang et la sueur, quoi. Et donc ce film, il a beau avoir une polémique qui fait beaucoup parler d'eux. Je pense que le film, le message que veut envoyer Jiggy, ce n'est pas de montrer cette violence gratuite comme ça sur un plateau d'argent, non. Ce que veut faire Jiggy, c'est montrer des faits. Des faits malheureusement qui sont réels, qui ont une certaine violence. Et ça, je le sais. Parce que quand tu vis dans le 93 ou quand tu vas dans des endroits, etc., tu sens souvent une tension chez les policiers, parce que même moi, ça m'est arrivé de me faire contrôler pour des conneries, parce que j'avais un bracelet avec une tête de mort, un truc comme ça. Et comme je le dis souvent, les flics qu'on voit dans le film qui sont les plus violents,
Pour moi, j'appelle ça des cow-boys. Pour moi, ce ne sont pas des flics, ce sont des cow-boys. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont raté vraiment leur entrée à l'école spécialisée de police, ouais. qui avaient pour but de rentrer à la légiste ou à la PJ ou la protection politique, tout le bordel, etc. Bah, ils n'ont pas été reçus. Et du coup, bah, ils sont assignés à rester à la police nationale et faire n'importe quoi. C'est ça. Et du coup, bah, ils remettent un peu leur vengeance un peu sur... Ouais, bah du coup... Voilà. Et après, malheureusement aussi, il y a des petits cons aussi bien chez les flics que chez les jeunes, malheureusement. Ça, c'est un gros problème qui est encore d'actualité, malheureusement. Et des fois, je me dis, en fait, ce qui manque vraiment, c'est pour ça en plus que je fais ce métier, c'est le partage de la culture. C'est la culture. Je pense que les jeunes, maintenant, de nos jours, plus besoin de faire des choses qui touchent à l'artistique, où ils ont besoin de s'exprimer, où ils ont besoin de donner en fait ce qu'ils ressentent et de le montrer. Moi je préfère voir un jeune qui dit ouais, je préfère écrire des textes de rap, etc. et écrire vraiment ce que je ressens, que d'entendre un petit jeune qui fait ouais, écoute, pour faire vivre ma mère, écoute, je vais vendre du shit et de la coke, etc. Et puis mon gars, attends, tu vas faire rien du tout. Ça, et là, et tu lui dis, mon gars, là, le seul truc que tu vas permettre de faire, c'est peut-être tu auras des sous, certes, mais tu vas te lancer dans un engrenage, tu vas pas faire. Là, pour sortir, après, c'est compliqué. Et souvent, tu en ressors les pieds devant. Comme on dit. Et ça, bien sûr, on ne le souhaite à personne. Mais du coup, toi, ton meilleur souvenir du tournage, c'est quoi? C'est quand? En plus, t'as tourné 2 jours, tu m'as dit. Ouais. La vache. Le meilleur souvenir. Ah, moi, j'étais là toute la semaine, franchement, toute la semaine, elle a été au top, c'était fou. En plus, c'était la première fois aussi que je participais à c'était la première. un tournage comme ça, le making-of et tout. Je m'en rappelle très bien, parce que toi, tu étais là avec ta petite sœur. Ouais, avec ma sœur, ouais. Et je me rappelle... Et c'est là où je me suis dit, ouais, un jour je vais vraiment être un professeur, je vais vraiment enseigner tout ça. Parce que je me rappelle quand toi et ta sœur, vous deviez crier, genre lâchez-les. Oui. Et que Jiggy, avant la prise, il était 1, 2, 3, bam, il te poussait, vas-y, crie. Ah, mais c'était ma sœur, c'était pas moi, oui. Et en fait, il avait tellement poussé qu'elle en a même eu les larmes et tout. C'est ça. Là, j'ai dit, ah ouais. C'est ça. Et en fait, c'est fort. C'est exactement ça. Et t'as joué dans combien de films? Enfin, tu m'as dit que t'as fait plusieurs courts-métrages. Et lesquels, du coup? J'en ai fait environ une dizaine depuis que j'ai commencé. Et tu cibles des thèmes en particulier ou non? En fait, du moment que le film me tient à cœur et que l'histoire me parle, en fait, moi je suis prêt à y aller en fait. Et mon meilleur souvenir en tout cas, c'était. Oui, pour répondre à la dernière question, c'est avoir joué avec Jiggy, quoi. Parce que il y avait un partage d'énergie, aussi bien de réalisateur à acteur, mais aussi d'acteur à acteur. Et j'aimais beaucoup la manière dont Jiggy me dirigeait, donc il me disait tiens, j'aimerais que tu sois plus comme ça travailler plus comme ça. Et après il y avait la scène où je le plaquais contre un mur, où il me disait vas-y, n'hésite pas, vas-y, mets toute ta force, je veux vraiment que tu ailles vraiment à fond. Et on est vraiment allé à fond avec notre acteur. Et ça a été c'était un partage d'énergie et je pense qu'on l'a tous remarqué. À la fin, on était tous. T'es épuisé et tout. Même nous, parce qu'on devait crier et tout. C'est ça. Et je suis désolé, mais en plus, la musique du générique est juste incroyable. Ah oui. Il avait un artiste africain qui. Mais le mec, avec son instrument, mais il a des doigts d'or, le mec. Il a des doigts d'or, et moi qui suis aussi. Fasciné par le cinéma africain. Je pense qu'il y a un de mes films préférés réalisé par des Africains, c'est un film ivoirien, je crois que c'est Viva Riva. Ah non, je connais pas. Viva Riva, qui est c'est un peu un Pulp Fiction, mais à la... Non, c'est pas Côte d'Ivoire. Non, c'est Kinshasa. Le Congo. C'est le Congo, voilà, c'est le Pulp Fiction congolais. Il est superbe, il est vraiment superbe. J'ai l'impression vraiment de voir un Pulp Fiction mais africain. J'ai fait je me suis pris une baffe. J'ai fait non mais ça pour moi c'est un excellent film. Et le film qui m'a vraiment fait découvrir l'Afrique et tomber amoureux de l'Afrique quand j'étais petit. Je devais avoir quoi, je devais avoir 5-6 ans, tu vois. Et c'est un film qui s'appelle L'Enfant Lion.
Oui, je connais. Ah, Jake aussi, il aime trop ce film en plus. Ce film est il est magnifique. Il est extraordinaire. Ouais. Nous aussi, on le regardait, on était tout petit. Ah, je sais, ok, je connais. Ouais, avec ce chanteur-là, comment il s'appelait J'ai un doute si c'était Salif Keita ou pas. Salif Keita. Ouais, mais voilà. Salif Keita. Je disais, mais la voix de Salif Keita, elle est. Ouais, en fond et tout, ça fait trop bien. Je pense que déjà, bon, je pense que tout le monde le voit. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de métal, beaucoup de rock, etc. Oui, on le voit. Hein. Ouais. Après, j'aime autant écouter de l'opéra que écouter. Ouais, t'es ouvert quoi. En fait, je suis un vrai melting pot, on va dire. Parce que en fait, quand j'ai grandi, avant d'écouter le métal, mes parents m'ont élevé à l'opéra, pour te dire. Alors, la musique classique, tout le bordel et tout. Et entendre une voix aussi puissante que celle de Salif Keita, mais j'ai eu les cheveux qui ont fait comme ça, j'ai fait what the fuck. Et je suis désolé, mais même les lions, quoi. Les lions sont magnifiques. Il est beau le film. Ce petit garçon moulé avec Siaga, et rien que ces noms-là, ces petits noms qui ont une. Pour moi, ces noms-là, ils ont une petite mélodie. Ils ont une petite mélodie quand tu les prononces. C'est ça qui rend l'apparence des personnages absolument magnifique. Et vraiment, c'est un conte en plus. Oui. C'est vraiment un conte. Et j'espère un jour pouvoir raconter des histoires aussi bien que dans ce film-là, tu vois. Ok, ouais. Il y a plein de choses. Et est-ce qu'il y a des réalisateurs avec qui tu aimerais jouer ou... Oh là là, oh que oui. Bien travailler, ouais, faire un projet et tout. Il y en a plein. Ok, ouais. Alors, il y a 3 metteurs en scène de théâtre avec qui je veux mais absolument travailler. C'est Thomas Ostermeier qui est le metteur en scène d'Allemagne, parce que oui, j'ai vécu en Allemagne pendant 7 ans, ma belle famille est allemande, donc j'ai la chance de parler français, anglais et allemand. Et donc en fait, il y a Lars Henniger, donc avec Thomas Ostermeier. Il y a ensuite Olivier Pi, que j'aime beaucoup, qui est le directeur du festival d'Avignon. Et donc pour en revenir au dernier avec qui j'aimerais beaucoup travailler dans le théâtre, c'est un jeune homme qui s'appelle Thomas Joly, qui est un metteur en scène et un acteur absolument incroyable. Si tu verrais mais le travail qu'il fait. Et en tant que réalisateur à qui j'ai... Gaspard Noé, direct. Et ce qui est magnifique, c'est que chacun de ces films est filmé d'une manière complètement différente à chaque fois. Donc tu reconnais la patte de Gaspard, parce qu'il travaille beaucoup avec les lumières, beaucoup des couleurs très très fortes, le rouge, le vert, le bleu, le jaune, vraiment des images assez puissantes. Par exemple, son film après Irréversible, ça a été Enter the Void, qui parle de la drogue. Là t'as l'impression, genre à un moment en fait, c'est génial parce qu'en fait au départ tu commences par une caméra spécifique, en fait tu es le personnage. Tu vois juste les mains qui bougent, etc. Et le mec s'allume une pipe à opium. Et à un moment, en fait, il fume, après, il fait oh putain. Et là, en fait, t'as l'image qui se brouille. Après, tu pars dans un truc psychédélique. Je regarde, à l'époque là, j'avais l'ordinateur de mon père. Je regardais comme assis sur le lit. J'ai fait poum, pause. C'est bon, t'es pas défoncé, tout va bien. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, il en a fait plein. Et il en a fait plein. Et là, son 6ème, Climax, va bientôt sortir, qui est un film qui sera basé sur la danse. J'ai juste trop hâte d'aller voir ça. Vraiment, si moi je peux vraiment bosser avec un mec pareil, clairement. Après, j'en ai tellement d'autres. Tu vois, la liste est longue. Ah, très très longue. Bon, on va dire que ceux-là, ce sont les principaux. Voilà, ce sont les principaux qui me font vibrer. Mais du coup, tu t'avais dit que tu as déjà fait du doublage. Alors oui, donc j'ai pour quel projet exactement? Alors, j'ai pas vraiment fait des projets spécifiques. J'ai surtout donc en fait assisté sur des plateaux de doublage parce que c'est comme ça que tu apprends encore mieux le métier. J'ai fait des essais, mon école m'a permis de me perfectionner, etc. Mais j'ai beaucoup assisté. Mais là, dernièrement, j'ai été accueilli par un monsieur du doublage, monsieur Jean-Marc Pagnotier, qui est un bon ami et qui a entendu en fait mon travail, qui dit bah écoute, t'as une bonne voix, t'as l'air passionné, donc viens me voir sur un plateau. Et du coup, j'ai assisté à la production d'un long métrage. Je ne dirai pas lequel, c'est une confidentialité. De base, j'ai la chance toujours d'avoir des exclusivités. Mais non, il faut savoir que dans le doublage, en fait, c'est un milieu qui est très fermé. Parce que on a ce qu'on appelle des clients. Les clients, ce sont les producteurs qui nous envoient les films, etc., qui sont souvent américains, qui ont besoin de telle chose, ou britannique et tout le bordel.
Donc il faut savoir que quand tu rentres dans une salle de doublage, ton téléphone en mode avion, parce que tu n'entends absolument rien, donc la moindre sonorité, bah, le micro qui est genre le micro qui vaut dans les dans les 500, tu vois. D'accord, ouais. Voilà, tu vois, il entend tout, mais vraiment tout, tu vois. Et ensuite, il est interdiction de prendre des photos. Interdiction. Ah ouais. Non, tu ne prends rien. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il travaille donc à Dubbing Brothers. Dubbing Brothers qui est, comment dire, la boîte de production de doublage de France, voire même d'Europe. Ouais, donc non, t'as intérêt à pas déconner. Hein. T'as T'as pas intérêt. Mais je suis content parce que j'ai pu faire un peu d'ambiance. C'est-à-dire, en fait, les ambiances dans le doublage, c'est quand il y a beaucoup de monde, etc. Où là, tous les acteurs se regroupent dans 2 endroits différents. Où on fait genre des bruits de restaurant, genre on joue ou genre si on fait une manifestation, on crie, etc. Ouais. Et monsieur Jean-Marc a été gentil parce que, en tout cas, monsieur Jean-Marc était gentil parce qu'il m'a permis de dire une phrase dans le film, une petite phrase genre d'un mec, etc. Et ça m'a fait du bien de retourner à nouveau derrière la barre, etc. Parce que ça m'avait manqué comme jamais, quoi. Ok, ben là maintenant on va parler de ton activité de conteur médiéviste, c'est ça? Médiéval. Alors de base je suis conteur, Ouais. je suis un conteur. Et à côté je suis médiéviste. Médiéviste. Un médiéviste, c'est une personne qui est fascinée par tout ce qui concerne le Moyen-Âge, tout ce qui concerne l'histoire, la Renaissance, etc. Tu vois. Et en fait je suis dans une confrérie, donc en fait c'est comme une troupe qui s'appelle la confrérie des frères de Cendre Mêlée. Et où en fait on fait là en fait notre troupe n'est pas forcément historiquement vraiment pointilleuse, tu vois. On fait plus du médiéval fantastique où là on peut se permettre de créer quelques histoires, etc., tu vois. Et en fait notre métier c'est d'aller dans les grands marchés, dans les grands festivals médiévaux, etc. Par exemple Provins, etc. Il y en a beaucoup qui disent ouais Provins c'est bien comme marché, ouais, mais il y en a tellement d'autres. Il y a plus de 400 marchés et festivals médiévaux en France. Bah, oublie pas, je pense que tu as dû remarquer que l'histoire c'est un peu notre c'est un peu notre point fort en France, tu vois. Donc en plus attends, on est quand même un des rares pays quand même au monde à avoir encore des châteaux et des forteresses qui sont quasiment même des fois intactes. Oui, c'est vrai. Je te prends un exemple très simple, la ville de Carcassonne. La ville de Carcassonne est la seule plus grande cité médiévale au monde intacte. C'était impossible de prendre Carcassonne. C'était vraiment une ville imprenable. Tu vois. Et quand tu y vas et que tu vois les remports, sincèrement. Et donc en fait, on va dans les marchés où on fait souvent des spectacles. Il y en a qui font des spectacles, il y en a qui font de la musique, il y en a qui font de la danse, il y en a qui sont cracheurs de feu, qui font de la pyrotechnie. J'ai par exemple j'ai des copains qui sont une troupe qui s'appelle le clan Muspelheim, qui veut dire le feu, le royaume du feu en nordique. Ok, ouais. Et eux c'est une troupe viking où ils font des spectacles de feu. C'est absolument magnifique. Ils font ça souvent ça la nuit et c'était vraiment incroyable. Et là, je me prépare pour avoir donc, le statut de conteur et peut-être, quand j'aurai le temps, de futur écuyer, c'est-à-dire je vais faire mes classes de guerrier, c'est-à-dire je vais réapprendre à manier l'épée, etc. Parce que... Ouais, en plus avec vous avez des costumes, mais apparemment ils sont lourds, non? Ils sont très lourds. Ouais. Ils sont très lourds. Et après il faut manier l'épée. Alors sachant que quand tu vois les mecs qui font ça, moi ça m'arrête de faire les petits moulins comme ça, avec le gant en plate et plus ça, c'est impossible. C'est impossible. Tu fais clac, 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 clac. Non, crois-moi. Mais si tu es intéressé par ça, par les combats, je te conseille de regarder le Béourde. Le Béour, comme on dit, Béour qui veut dire fracas en vieux français. C'est un sport un peu comme le MMA, tu vois, mixed martial arts, mais avec des armures de chevalier. C'est-à-dire en fait, c'est un sport qui est arrivé en France il y a à peu près 3-4 ans environ. Maintenant on a même une équipe nationale. Et avec des femmes, il y a des femmes qui font ça. Ah mais oui. Là j'aime bien. Ah non mais c'est des guerrières les nanas, moi je les vois, je fais wow. D'accord. Et ça a été amené en fait par les Russes.
Palaméros, c'est les pays de l'Est. Et en fait, ça consiste à faire. En fait, tu es par. Soit tu es 1 contre 1, 5 contre 5, 10 contre 10, ou du 25 contre 25. Une émeute, direct. Non, et en fait, dans les 25 contre 25, l'équipe. En fait, c'est en 3 manches. Et l'équipe ne gagne la manche que quand tous les adversaires de l'équipe adverse sont au sol. En fait, c'est très simple. Tant que tu n'es pas au sol, tu n'es pas considéré comme mort. Parce que les armes, à l'époque, ça c'est encore un mensonge qu'on nous dit, les épées tranchaient pas comme dans Game of Thrones, genre non, impossible. Non, les épées étaient là aussi pour fracasser, et surtout pour taper dans les coins où il y avait encore un peu de chair, etc. Vraiment les endroits les plus sensibles. Parce que attends, d'un coup là, tu es sûr que wow, tu vois, mais c'est pour ça que les chevaliers et les guerriers mouraient de blessures internes, mouraient de fractures internes, etc. Donc des fois, selon certaines légendes, après, certaines armures étaient faites pour pouvoir se relever, etc. Mais il y en avait certaines où des fois ils avaient tellement de choses que même des fois, quand un chevalier était à cheval et que son cheval tombait en même temps que lui et que du coup il avait la jambe complètement coincée et qu'il pouvait pas se retirer, il était considéré comme mort. Parce qu'en fait derrière tu avais souvent des personnes en fait qui arrivaient avec un couteau et hop là. Il faut aller dans les marchés médiévaux parce que pour moi c'est un marché des cultures, tu vois. Oui. Et il faut pas oublier que souvent les marchés à l'époque du Moyen-Âge, il y avait, mais c'est comme tu prenais à Rome dans l'Antiquité romaine ou dans l'Antiquité grecque, il y avait énormément de commerçants qui venaient de l'Arabie, qui venaient d'Égypte, etc. Donc c'était vraiment un choc des cultures assez impressionnant. Carcassonne était reconnue pour être la ville chrétienne qui accueillait des musulmans, qui accueillait des juifs, etc. C'était vraiment la ville du partage. Et ça a été absolument génial, tu vois. Avec les Templiers qui défendaient le trésor de Carcassonne, etc. Parce qu'il y avait les légendes, mon Dieu, il y a un trésor à Carcassonne qui était enfoui, protégé par les chevaliers, les seigneurs, et tout le bordel, bref. Tu vois. Donc oui, en fait, quand on commence à rentrer dans le milieu médiéval, c'est très très dur d'en sortir. Parce que tu découvres des gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont accueillants, etc. Et tout le monde veut faire du médiéval. Même toi, tu pourrais ah bon mais bien sûr. Rien ne t'empêche de jouer de jouer une princesse ou une marchande des contrées lointaines d'Afrique qui vient pour vendre les fameuses herbes, les fameuses épices. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand même, les denrées rares, des fois, à côté de l'or, on payait en épices. Oui. L'épice, le sel, le sucre, etc. C'était vraiment des denrées, mais vraiment très rares. C'est comme la voie de la soie, etc. Avec Gengis Khan, Marco Polo, etc. C'est souvent ces petites personnes-là qui ont fait notre histoire. Et c'est ça qui est vraiment fascinant, tu vois. Ah oui, je suis une vraie pipelette. Quand tu me lances dans le médiéval, je suis... Non, mais c'est bien. C'est une véritable pipelette.